Bienvenue sur Cogirl Coach, le podcast qui vous aide à transformer votre vie avec votre herbivore préféré. Je m'appelle Cécilia et je suis Cogirl et coach mindset pour propriétaires de chevaux et éleveurs bovins. Je vous aide à révéler votre leadership caché et à devenir le partenaire idéal de votre herbivore préféré. Construisez votre éducation sur mesure pour une transformation profonde et durable. Résolvez tous vos problèmes en travaillant sur votre mindset, une approche innovante dans le milieu et découvrez une nouvelle façon de vivre en harmonie avec vos animaux et kiffer votre vie, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note pour soutenir le podcast et bonne écoute. Hello à tous, je vous retrouve dans un tout nouvel épisode de podcast un peu plus triste que d'habitude, en tout cas un peu plus profond et un podcast qui me concerne tout particulièrement. Mais avant de commencer, je sais pas du tout combien de temps va durer ce podcast, mais je vais prendre 30 secondes pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à la Cogirl Coach Division. Je suis vraiment touchée par toutes les personnes qui sont courageuses et vraiment humbles, parce que c'est vraiment pas facile. On sait pas trop où on va quand on commence à fouiller à l'intérieur de soi et qu'on essaye de changer son monde intérieur. Ça peut être un parcours qui est super challengeant. Faut évidemment passer par là pour vraiment reconstruire sa vie sur de bonnes bases et du coup celle de son animal. Mais je trouve ça super courageux et ça prouve encore une fois que les choses évoluent, que les choses changent, que les consciences s'ouvrent et les humains seront beaucoup plus heureux en fait. C'est tout le but. Le bien-être humain au service du bien-être animal, c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment la base. Les humains sont trop malheureux, ne se posent jamais de questions et c'est super encourageant qu'il y ait des personnes qui vraiment prennent les choses en main, reprennent leur pouvoir créateur, et même si ils ne savent pas trop comment faire, eh bien justement, c'est pour ça que la division existe et c'est pour ça que on va se donner à 100% pour vraiment faire évoluer toutes ces belles personnes et tous ces beaux animaux. Donc voilà, super. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre confiance et ça promet de super belles choses et ça va être génial. Maintenant, rentrons au cœur de l'épisode. J'ai pas du tout écrit ce podcast parce que ça fait maintenant 6 mois que ma jument Galatée est décédée et j'en ai pas du tout parlé ici. J'en ai vaguement parlé en story quand c'est arrivé en août sur Insta et depuis silence radio à propos du sujet. Donc je vais vraiment vous raconter comment ça s'est passé, comment et quelle a été la raison du pourquoi, du comment et le contexte, et aussi le deuil, et tout ce processus de deuil, comment est-ce que ça s'est passé pour celui-ci, parce que tous les deuils sont différents, et je pense que je suis assez bien placée pour parler de ça. Il y a de fortes chances qu'il y ait des émotions qui montent de mon côté, et que j'ai la voix un petit peu qui déraille, etc. Parce que là ça fait une semaine qu'on a euthanasié, on a aidé à partir un de nos chevaux. Voilà, donc c'est plus compliqué pour ma maman parce que c'était un de ses chevaux, mais c'est compliqué pour tout le monde en fait parce que c'était un de nos papis et moi je l'ai connu depuis très très longtemps. Ça fait plus de 15 ans que je l'ai dans la famille et comme voilà son départ a été choquant. C'était attendu puisqu'il commençait à être assez âgé, mais c'était attendu pour quelques années en fait. Donc il a eu un accident, il n'a pas eu la force de continuer à vivre et du coup on l'a aidé à partir, mais voilà, ça a été très choquant. Je fais un déni parce que j'ai sorti le corps évidemment, donc voilà. C'est pour ça que ça refait monter les choses, mais encore une fois, ça pour dire que tous les décès et tous les deuils sont vraiment différents. Et là aujourd'hui je vais surtout vous parler de Galatée, avec qui ça s'est passé le plus fluidement possible. Donc on va replacer un petit peu le contexte. Donc nous sommes en août, Galatée a 28 ans et ça va pas du tout. Enfin moralement c'est vraiment une jument qui est très courageuse et qui est très têtue et qui est très caractérielle. J'ai l'impression qu'elle a vraiment une pierre à la place du crâne. Enfin vraiment c'est incroyable, et cette jument là vraiment elle me fascine là-dessus. Elle a toujours eu un mental d'acier. C'était vraiment quelqu'un de très très fort et très très courageux à toute épreuve. C'est vraiment un truc de fou. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on se demandait si elle allait passer un autre hiver, et tous les hivers elle nous
Enfin, elle nous surprenait tout le temps. Là, elle est arrivée à un point où elle avait beaucoup d'arthrose. Alors, son arthrose est devenue assez sévère aux alentours de ses 25 ans. Et donc Galatée a toujours été une jument qui était assez fragilisée. Elle a eu un poulinage qui était tard, qui s'est mal passé. Après, elle a fait des années de club où vraiment elle était tellement gentille qu'elle en a vraiment bouffé. Donc voilà, mais après, ça a toujours été une jument qu'on a super bien entretenue, mais l'arthrose l'a vraiment foudroyée. Et puis on n'a pas, même en lui donnant des compléments et tout ça, et en prenant la chose assez de bonne heure, finalement ça s'est installé très très vite et très très fort. Il faut savoir aussi que Galatée, elle est borgne depuis ses 15 ans, et courant hiver 2023, donc fin hiver à peu près, donc vers février, elle a commencé, elle a pas commencé, elle est devenue aveugle en fait. Elle a perdu la vision de son autre œil. Et ça a été très très compliqué pour elle de commencer à se mouvoir dans l'espace, à aller boire, à aller manger. Enfin, elle s'adaptait super vite, et ça franchement ça m'avait fascinée aussi. Elle s'adaptait vraiment à son environnement, elle se focalisait vachement sur les autres juments, sur le troupeau, etc. Mais ça commençait vraiment à devenir compliqué pour elle juste de se mouvoir. Il y avait l'arthrose qui avait complètement scellé un de ses genoux antérieurs. Donc progressivement, là, encore une fois, c'était pas fait sur des années, c'était vraiment fait sur plusieurs mois, son état s'était dégradé vraiment. Et puis là, on en était rendu à... elle pouvait plus se reposer, coucher en fait. Elle pouvait plus se coucher. Enfin si, elle pouvait, mais dans ces cas-là, elle tombait et elle pouvait plus se relever seule. Donc en fait, on l'a relevée plusieurs fois au tracteur. Et quand ça commence comme ça, vous vous dites bien qu'on se rapproche plus de la fin que du début. Voilà. Mais à chaque fois, elle se lève. Il y a eu beaucoup de fois, il y a eu plus de fois où on l'a relevée, on l'a relevée à la main en fait. Donc elle avait encore de la force pour se relever. Et les fois où elle était complètement crevée, c'était au tracteur. Mais le tracteur, on l'a pas fait non plus des dizaines de fois. Hein. Ça arrivait assez rarement, mais bon, quand ça commence comme ça, on sait qu'on a plus de chances de fragiliser les choses que du contraire en fait. Galatée, ça a toujours été une jument qui prend vraiment soin de sa famille. Alors, du coup, on l'a perdue à 28 ans, mais moi je l'ai connue, elle est arrivée dans la famille, moi j'avais 3 ans. Elle en avait 6. Et du coup, ça a été la jument de ma mère pendant des années, enfin ça l'a toujours été en fait. Et après, j'ai commencé vraiment à moi la monter. À l'époque où on faisait encore du classique, etc. Je vous laisse aller regarder la vidéo Galataram, je crois, notre histoire, sur YouTube, où vraiment je raconte tout. J'ai passé d'excellentes années avec cette jument en fait. Elle m'a appris énormément de choses et elle m'a enseigné aussi beaucoup de choses. Pour moi, c'est vraiment une vieille âme très sage, très courageuse, très forte. C'est vraiment un modèle d'inspiration à toute épreuve. Et voilà, j'ai fait énormément d'années de compétition, j'ai vécu énormément de choses avec elle. Je me suis amusée autant que possible dans ma période d'adolescence. J'avais un Skyblog à l'époque où je racontais vraiment mes histoires. Et pour moi, elle faisait partie vraiment du pilier de mon trio Galataram en fait. Et voilà, j'avais aucune préférence entre elle ou Taram, c'était vraiment mes deux chevaux. Et voilà, j'ai vécu énormément avec elle. Et même quand j'ai arrêté de la monter, qu'on l'a mise à la retraite officiellement, on continuait toujours à faire des choses ensemble. Et c'est pas parce que le cheval ne fait plus rien, qu'on ne le monte plus ou qu'on travaille de moins en moins avec, qu'il arrête pas d'apprendre, en fait. Bien sûr que si, elle apprendra toujours. Son état s'est dégradé, mais elle a continué toujours d'apprendre des choses. Là je peux me coucher, là je peux pas, parce que je sais que je vais pas pouvoir me relever après. Là j'ai ma vision qui se perd, alors comment est-ce que mon humain il peut m'aider pour moi me guider? Il y avait plein de choses comme ça. Enfin bref, c'est pas parce qu'on a arrêté de travailler ensemble que notre complicité s'est affaiblie, pas du tout. Et en fait, l'accompagnement vraiment la vieillesse du cheval, quand on le voit vraiment se dégrader comme ça, en fait finalement on profite tous les jours, on fait de notre mieux pour soulager l'animal, et en fait on accompagne, chaque jour est un jour nouveau, et chaque jour tu sais pas si ça va être la fin, tu sais pas si demain elle sera encore là,
Donc c'est vraiment beau et très particulier comme phase en fait, parce qu'on sait qu'on se rapproche de la fin, on sait pas quand ça va arriver, quand on se prépare et que ça y est, on se dit c'est la fin, et ben non. Et ben non, elle se relève, elle dit non, moi je continue de manger à mort, moi je continue de marcher, je continue de gueuler si j'ai envie de gueuler, je continue de me cabrer quand il y a le maréchal, enfin vraiment il y a des trucs des fois tu te dis mais la veille elle était faible, elle est tombée, ça va pas, et le lendemain elle pétait la forme. Il y a des fois franchement c'était une montagne russe et bon bah on s'est fait une évidence, je sais pas si ça se dit, que bah écoute c'était comme ça et qu'elle était tellement forte mentalement que bah ok, bah le jour où ce sera là vraiment la fin, bah va nous le dire. Galatée elle a vraiment pris soin de moi en 2022. J'ai perdu Taram en juin, je pense que ça y est, tout le monde est au courant, et que ça a été très très dur pour moi, très compliqué parce que c'était pas prévu, c'était choquant, ça a été très traumatisant et j'ai mis vraiment un moment à m'en remettre. Et je me souvenais que Galatée avait vraiment perdu, enfin commençait vraiment à se dégrader à cette période-là, et je lui répétais souvent ouais mais tu sais, tu peux partir, tu peux le rejoindre, si c'est trop pour toi, t'es pas obligé de rester pour moi. Et je sais pas si je l'ai un peu si justement je l'ai influencée là-dedans ou pas, mais elle est restée un an, un tout petit peu plus d'un an en fait après Taram, en fait juste au moment où j'avais fait le deuil de Taram en fait. Au moment où j'avais fini, voilà. Comme si en fait sa dernière mission c'était ouais mais non mais je vais pas partir maintenant en fait, parce que là ça va te détruire, et c'est vrai, et je voulais pas qu'elle parte. Je voulais pas qu'elle parte à ce moment-là parce que je savais pertinemment que ça allait me foudroyer, mais vraiment. J'étais pas bien. Bon, je vais pas revenir 40 fois sur le sujet, mais j'étais pas bien du tout, très clairement. Et si en même temps, bon bah c'est arrivé, et je remercie la vie de m'avoir mis ce mur en face de moi, parce que c'est grâce à ça que vraiment je me suis foutu un énorme coup de pied au cul et que j'ai repris vraiment ma vie en main, mais à cette période-là, il fallait pas que Galatée parte, et ça je pense qu'elle le savait. Et même si je lui disais non tu peux partir, non je le pensais pas du tout, mais j'en pensais pas un mot. Il faut arrêter de mentir à nos chevaux en fait. Quand on veut être des bons propriétaires, des bonnes personnes, des bonnes personnes, voilà, c'est vraiment ça. On se dit bah si, je comprends, tu peux partir, t'inquiète pas, je suis là pour toi, je gère. Bon, je gère rien du tout en fait quand on est dans cette période-là, ou quand on est à vif, quand on est creux, quand on est vide, et quand on essaye par tous les moyens de combler ce vide, par l'alcool, par les relations, par la clope, par tout est n'importe quoi en fait. Bah non en fait, tu mens à ton cheval, t'es pas bien, t'es pas dans ta position de leader, t'es dans une position de faible et t'as besoin qu'on te rassure, t'as besoin qu'on te porte. Et Galatée, c'était exactement ça. Galatée, je dirais que j'avais moins une relation toxique qu'avec Taram. C'était moins fusionnel. Et c'était fusionnel quand même, mais en fait, elle savait me dire merde quand j'allais beaucoup trop loin. Et ça depuis toujours. Et j'avais pas forcément conscientisé, et maintenant je me rends vraiment compte. C'est que même les années où on faisait des choses ensemble, qu'on faisait des concours d'obstacles et tout, bah le jour où elle me disait merde, franchement, bah, elle me le disait très clairement en fait. Par contre, ça a toujours été une gentille jument aussi qu'on a pris vraiment énormément, qu'on a pris de tous ces cavaliers qui l'ont monté, et qu'on a pris aussi de moi. Enfin, je parle surtout émotionnellement, je parle pas des coups, bien qu'elle en a pris aussi, parce que bah, les clubs restent des clubs, bref. Je vais pas m'installer, c'est pas le sujet du podcast, mais bon. Ouais, donc c'était moins fusionnel, mais pour moi, elle restait quand même ma deuxième mère. C'était quelqu'un de très sage, chez qui je m'inspirais beaucoup, avec énormément de courage. Et c'est aussi son courage qui a fait que bah il a fallu qu'on provoque un petit peu la chose, en fait. On est le 8 août 2023, du coup, et j'ai ma tante qui est veto. Je te fais de très très gros bisous d'ailleurs si tu passes par là, parce que heureusement que tu étais là, qui voit Galatée, et ça faisait déjà plusieurs mois même hein, qu'on se disait avec ma mère, bon bah c'est maintenant, c'est pas maintenant, c'est maintenant, c'est pas maintenant. Ça fait vraiment bizarre et ça fait très mal au cœur de voir son cheval se dégrader à ce point, mais avoir tellement un mental d'acier. Elle continuait de manger, mais à mort en fait. C'est un truc de fou. À aucun moment elle avait l'œil qui
Bon, à un moment donné, ses 2 yeux, ils étaient complètement voilés, mais à aucun moment, elle était apathique. À aucun moment. Elle était toujours là, guerrière et tout, et elle mangeait tout ce qu'on lui donnait. Elle mangeait autant qu'elle pouvait. Elle marchait autant qu'elle pouvait. Et c'était dur de l'avoir comme ça, parce que son âme était plein de vie, vraiment, et son corps ne fonctionnait plus. C'était littéralement ça. Il y avait vraiment... c'était un désalignement complet entre sa tête, son âme, son être, en fait, et son corps qui marchait plus du tout, en fait. Et ça faisait super mal au cœur. Donc du coup, ce jour-là, eh bien, ma tante nous a tout simplement dit, bah, il vaudrait mieux l'aider à partir, tranquillement, gentiment, voilà, tous ensemble, plutôt que d'attendre que un jour, parce que de toute façon ça va arriver, qu'elle ait plus la force de tenir debout, et qu'elle tombe et qu'elle se fracture quelque chose, et que là elle est encore plus mal qu'elle n'est actuellement, en fait, parce que faut pas, même si mentalement ça allait, physiquement, un cheval qui commence à avoir les membres scellés et tout, on se doute bien qu'il passe pas, que ça souffre, quoi. Donc bon. Et c'est vrai que ça a été une décision qui était super sage, je la remets absolument pas en cause ou quoi, c'est juste que il fallait, je pense, quelqu'un d'extérieur qui nous dise non mais là, vous pouvez plus, en fait, vous pouvez plus rien faire pour la soulager à part l'aider à partir. Donc c'est ce qu'on a fait, mais ça a été très très beau, en fait. J'ai passé un moment avec elle avant, je l'ai pincée, je l'ai brossée, je lui ai donné sa ration, je lui ai donné à manger, etc. On est allé se promener un petit peu autour de la ferme et tout. Et ça s'est fait, ça c'était très beau. On a fait comme une cérémonie, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais on était toutes. Il y avait que des femmes à ce moment-là. On était 3. Il y avait moi, ma mère et du coup ma tante. Et toutes les 3, on travaille les énergies. Alors c'est un peu vulgarisé ce que je dis là. Parce que, en réalité, c'est plus compliqué et plus subtil que ça, mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu cette facilité à manipuler les énergies, mais je sais pas trop ce que je fais. Ma tante, elle est vachement dans le shiatsu, dans l'acupuncture, dans l'acupression, même. Et ma mère qui fait des soins énergétiques régulièrement, donc voilà. Et voilà, c'était très beau d'avoir tout ce côté intuitif, et ça s'est pas... ça s'est pas fait en mode bourrin. Les euthanasies en général, c'est très dur. Le veto vient, puis là, j'ai vu ça la semaine dernière, mais le veto vient, il prend sa seringue, et puis paf, et puis y a pas de discussion, y a pas d'écoute, y a rien. Enfin, c'est bizarre, j'aime pas du tout ça. Et là, c'était très beau, et je remercie absolument, parce que c'était ma tante qui était là, hein, vraiment, et qu'elle nous connaît, mais je la remercie énormément, parce que ça aurait pas été la même chose si c'était pas elle qui nous avait aidés, en fait. Donc bien sûr, on fait les choses dans l'ordre, hein, antidouleur. D'ailleurs, l'antidouleur, elle en avait eu un avant. Enfin, voilà, il y a pas de... On fait les choses dans l'ordre, tranquillement. Beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Il se passe... À ce moment-là, il se passe beaucoup de choses très très subtiles dont je peux pas mettre de mots dessus. C'est pas possible pour moi. Mais... en tout cas, quand ça s'est déroulé, donc il y a plusieurs injections, hein, tout ça, je sais pas si vous avez déjà assisté à une euthanasie, mais c'est plusieurs injections, et beaucoup de contrôle pour voir où en est le rythme cardiaque de l'animal, la respiration. Il y a aussi le côté de faut accompagner l'animal à tomber, enfin le cheval en l'occurrence, et ça c'est assez... spécial, et ça peut être parfois très violent à regarder, parce que on voit son cheval littéralement tomber, et c'est très bizarre. Et elle a mis du temps à tomber, hein. Oh mon dieu, elle a mis du temps, et vraiment ça confirmait vraiment son mental d'acier, qui disait non, je veux pas partir, en fait, je veux rester pour ma famille. Et ça, on l'a toute entendu, on l'a toute ressenti. Soit on l'a entendu, soit on l'a ressenti, soit on l'a... Enfin, c'est subtil, en fait, donc c'est vraiment très, très dur de poser des mots dessus, mais en tout cas, elle a eu vraiment du mal, déjà, à se laisser tomber. À un moment donné, avec plusieurs seringues, c'est arrivé, forcément.
Et puis bah là, on l'a accompagné. Et quand je dis on l'a accompagné, c'est-à-dire que, et moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, il fallait que l'âme sorte de cette vieille carcasse. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que son âme est belle et sage et courageuse et brillante et rayonnante. Elle n'avait rien à faire dans ce corps physique qui était mort en fait avant de l'être. Et j'espère vraiment qu'elle a trouvé un nouveau corps pour pouvoir s'exprimer dans une nouvelle vie. Enfin bref, ça part dans un autre sujet, mais elle le mérite vraiment. Et à ce moment-là, du coup, il fallait vraiment accompagner énergétiquement l'âme à sortir. Ça a été long, ça a été très très long et ça a été dur. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Après, chacun a ressenti sa propre chose, on en a plus ou moins discuté après ensemble. Mais voilà, c'était très beau. Ça s'est fait très très fluidement. On l'a beaucoup remerciée, je l'ai énormément remerciée parce qu'elle m'a toujours accompagnée. Enfin, j'avais 3 ans en fait, donc c'est pas rien. Et finalement, moi j'ai presque vu quelque chose qui vraiment sortait du corps physique du cheval vers le haut. Et c'était super beau. Et bien sûr, après quelques temps, parce que énergétiquement j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais vidée énergétiquement, ma mère c'était pareil, ma tante c'était pareil, donc et j'ai bien mis quelques semaines pour m'en remettre, parce que en fait au mois d'août on a enchaîné beaucoup de choses, et d'ailleurs ça a duré jusqu'à décembre, où vraiment on a enchaîné les événements, les stages, plein de choses, et j'ai pas eu le temps vraiment de tranquillement me poser et faire le deuil, donc ça allait super vite. Mais une fois que les choses se sont posées tranquillement, forcément j'ai refait un peu de communication animale, je me suis branchée un petit peu à tout ça, et j'ai vu qu'elle avait retrouvé Taram. Et ça m'a fait super plaisir en fait, parce que c'était évident qu'ils pouvaient pas rester ensemble qu'ils pouvaient pas rester séparés très longtemps, et j'ai trouvé ça incroyable, et j'ai hâte qu'on se retrouve, et en même temps j'ai encore tellement de choses à faire en leur mémoire, et c'est pour ça qu'en 2023, Galataram, enfin mon entreprise, a explosé, a vraiment pris forme de ouf, et je me suis mise à faire plein de trucs parce que j'ai envie d'honorer leur mémoire à tous les deux, et ça va bien plus loin que ça. J'ai envie de vraiment contaminer tout le monde à ce que ces chevaux m'ont transmis, et j'ai envie que ça aille bien plus loin que leur propre vie, et que la mienne en fait. C'est-à-dire que Galataram, ça va continuer même après ma mort en fait. C'est mon objectif ultime. Je veux tellement faire bouger les choses et créer des personnes qui vont impacter, qui vont faire propulser et propager ce message à mort. Parce que nos chevaux sont pas là pour rien. Ils sont pas dans notre vie pour rien. Ils sont là pour nous apprendre beaucoup. Et c'est ce message qu'il faut faire passer. On se prend trop la tête avec nos animaux, et il faut pas... Il y a tellement de belles choses à vivre et ça passe tellement vite qu'il faut profiter, il faut kiffer de chaque instant en fait. Comme je l'ai dit, le deuil s'est pas fait tout de suite parce qu'on a enchaîné beaucoup, j'ai pas eu le temps d'intégrer et de digérer tout ça. Par contre, ça a été long, mais ça a été fluide. Il n'y a pas eu de déni, il n'y a pas eu de colère, il y a eu de la tristesse un petit peu, surtout quand je me suis posée. Et je me suis rendu compte que ça y est, ni l'un ni l'autre n'était là. Ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment très très bizarre, parce que ceux qui m'ont connu sur Skyblog, je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup là qui écoutent encore mes vidéos et mes podcasts, mais ouais, c'était chaud à quel point j'étais très très attachée à mes chevaux, et là ils sont plus là, et la vie continue. Et c'est aussi beau que tragique, c'est très spécial à expliquer. Mais bon, en ce qui concerne Galatée, c'était prévu, on a fait ce qu'il fallait, on l'a remercié, on a fait une belle cérémonie. Je trouve ça très beau, et franchement, je le souhaite à tous les propriétaires de chevaux, que ça se passe comme ça. Il faut savoir que quand on fait une cérémonie comme ça, on est vachement dans notre position de « Ok, tu peux partir, tu peux y aller, je suis là, t'inquiète pas, on t'entoure ». On est vachement très... finalement très dans notre position de leader, et... Par contre, faut pas oublier que à ce moment-là, ouais, nous on a énormément besoin de soutien, on a énormément besoin d'empathie en fait. C'est ce double rôle et le cheval capte très bien aussi, hein. C'est-à-dire que il le sait, et c'est peut-être pour ça
sûrement pour ça aussi qu'elle a eu du mal à quitter son corps. Parce que entre ce qu'on dit, nous les humains, et ce qu'on pense, ce qu'on ressent au plus profond de nous, il y a un décalage énorme. C'est-à-dire que t'inquiète pas, je suis là, tu peux lâcher prise. Toi, au fond de toi, tu te dis putain, j'avais pas envie que ce moment arrive. Et c'est normal, et les chevaux, ils le captent très bien. Et c'est pour ça qu'après, même après, on reçoit des messages, il y a le cheval qui vient toquer à ta porte, entre guillemets, pour vraiment venir te voir et te dire mais ça va ? Tu t'en es remis ? Et ça, mais combien de fois ça me l'a fait ? Ça me l'a fait avec des chevaux, ça me l'a fait avec des vaches, ça me l'a fait avec des êtres humains. Plusieurs semaines, plusieurs mois après, toc toc, ça va, comment tu te sens ? Bah non, ça va pas. Ou alors, si, ça va. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ce genre de choses, c'est très très spécial à expliquer. Encore une fois, on est dans quelque chose de très très subtil. Il y en a qui appelleront ça de la communication animale, il y en a qui appelleront ça de la médiumnité, ça se dit comme ça, je sais plus. Mais c'est beau, je trouve ça très beau en fait. Quoi dire de plus ? Le deuil s'est fait de façon très fluide finalement, avec beaucoup d'hommages, de remerciements, d'acceptation en fait, de pardon et d'apprentissage. Là pour le coup, comme il n'y a pas eu tout le déni, toute cette colère, tout ce refus finalement, le deuil s'est fait plus rapidement et j'ai pu vraiment en tirer de beaux apprentissages en fait de tout ça. Et il n'y a pas eu comme avec Taram des phases où j'ai vraiment pu m'observer et observer mes schémas répétitifs. Parce que il y a eu aussi le mois qui a suivi le décès de ma jument. Je suis allée voir Yanis Objectif et depuis je suis complètement une personne nouvelle. C'est-à-dire que j'ai plus mes traumatismes d'avant, j'ai plus les schémas qui sont associés, donc finalement je me redécouvre et même des mois plus tard, il y a des choses qui changent chez moi, que j'ai rien fait en fait pour changer, mais ça se fait naturellement. Donc je suis un peu dans cette phase où je m'observe beaucoup et je me redécouvre, mais vraiment c'est abusé. Donc finalement le deuil c'est très bien fait et je peux aussi, c'est important aussi de dire que un deuil peut aussi se faire fluidement. Ça veut pas dire que elle me manque pas. Ça veut pas dire que des fois je suis pas triste, mais ça peut se faire fluidement parce que on a accepté le départ, on a accompagné. Accompagner ça change beaucoup de choses parce que quand on se retrouve face à la réalité et qu'on commence à se dire mince, je suis arrivée trop tard, j'aurais dû être là, j'aurais pu faire quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de culpabilité et c'est très compliqué. Après, il y a tout ça à déconstruire et beaucoup de pardon aussi à s'accorder. Mais quand on a la chance de pouvoir accompagner son animal jusqu'au bout, c'est plus facile. C'est au moins on est allé jusqu'au bout des choses et on a fait, on a accompli notre rôle de bonne personne jusqu'au bout. Enfin, encore une fois, c'est l'ego, hein, mais l'ego il est là chez nous, les êtres humains à un moment donné. Faut arrêter de toujours dire ah merde mais c'est l'ego, c'est pas moi, c'est machin, c'est l'ego, ça fait aussi partie de nous, heureusement qu'il est là parce que sinon on serait pas humain et on pourrait pas vivre. C'est grâce à son ego qu'on vit, qu'on survit, donc il faut le remercier et ça fait partie de nous. Évidemment qu'il y aura toujours des comportements qui seront poussés par l'ego, mais tant que c'est conscientisé au maximum, au moins du maximum qu'on peut, c'est l'essentiel en fait. Si je devais faire passer un message dans ce podcast-là, si jamais vous êtes en pleine phase de deuil, sachez que chaque décès, chaque deuil est complètement différent. Que de toute façon, quand vous avez des êtres dans votre vie, ils ne vont pas rester. Ça met vraiment en lumière la belle leçon de l'impermanence des choses. Ce que tu as aujourd'hui, ton monde, il peut changer et il va changer. Il ne restera pas comme ça en fait toute ta vie. C'est aussi une belle leçon de résilience, tout ça, et de lâcher prise. Chose dont on a besoin en tant qu'humain, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de tout ça. Vivez vos émotions à fond. Si vous êtes en plein processus de deuil, ne cherchez pas à les taire. Et si vous... ça peut être très très violent et très fort en émotion. Ça peut vraiment être très compliqué à vivre. On se met en mode survie, des fois on tremble,
on fait que pleurer, on ne mange plus, enfin ça peut être très très intense. Surtout apportez-vous le plus possible de choses simples dans votre vie qui vous font du bien. Alors essayez de vous apporter ces choses vous-même. C'est-à-dire que ne vous jetez pas dans l'alcool s'il vous plaît, ne vous jetez pas dans la clope, ne vous jetez pas dans des relations physiques toxiques, ne vous jetez pas sur la première personne venue qui va vous faire du mal parce que dans cet état-là vous attirez des personnes qui potentiellement vous manipulent, pas consciemment hein, mais vous êtes dans cette énergie tellement basse que essayez de vous apporter vous-même des choses simples. Vous-même, vous êtes en sécurité. Trouvez un endroit où vous êtes en sécurité. Allez crier. Allez... faites des choses simples et cucu un peu. Enfin, dessiner, coller des photos, écrivez beaucoup. Allez vous faire masser. Faites-vous des automassages. Enfin, des trucs, mais un peu... Enfin, des trucs vraiment simples qui vraiment au départ vous allez vous dire mais non mais ça va rien changer, mais si, parce que ça va vous faire des pauses dans ces moments hyper violents et ça va vous permettre de souffler un petit peu et parce que ça peut être très long et ça peut être très intense sur la durée. Au plus on va vivre des émotions intenses sur la durée et plus on va vraiment développer des hormones dans notre corps qui sont mauvais en fait. Et puis on va s'attacher à la moindre gratification instantanée de l'extérieur qui est forcément mauvaise. Donc s'il vous plaît, apportez-vous le plus de moments simples. Et une fois que vous avez repris un petit peu du poil de la bête, alors déjà, première chose, si ça vous arrive de rechuter, ce n'est pas grave du tout. Ça arrive, ça veut pas dire que vous n'êtes pas en train de progresser. Deuxièmement, quand vous commencez à reprendre du poil de la bête, reprenez votre hygiène de vie en main. C'est tout bête, encore une fois, mais c'est le premier pas pour vraiment changer. Ensuite, observez-vous beaucoup. Une fois que vous allez commencer à revoir le monde extérieur, entre guillemets, observez-vous beaucoup à ce moment-là, parce que c'est là où vous allez voir vos schémas répétitifs. Et c'est là, après, plus tard, que vous allez avoir un effet de levier immense. Parce que et plus on est vide, et plus on est triste, plus on est à vif, et plus, encore une fois, on va se jeter sur la moindre chose qui va combler ce manque d'amour, ce manque d'affection, ce manque d'empathie, ce manque de quoi que ce soit, en fait. Puisque plus il y a un événement dans le processus de deuil qui nous rappelle un traumatisme de l'enfance, et plus on va vraiment creuser dans cette faille-là et essayer, tant bien que mal, de mettre des pansements sur cette faille-là. C'est encore une fois l'ego qui pilote tout ça. L'ego, il est très très présent dans cette phase. C'est super important aussi de l'observer. Maintenant, quand il y a des émotions qui montent, laissez-les sortir. Laissez-les sortir, faut pas qu'elles s'impriment dans le corps. Et puis, si elles s'impriment dans le corps par un déni, par exemple, n'hésitez pas à faire un tour en kinésiologie. N'hésitez pas à vous faire suivre par n'importe quel thérapeute. Trouvez le thérapeute dont vous avez besoin. Il existe énormément de thérapies aujourd'hui pour se faire du bien. Et j'insiste, se faire du bien, ça peut aussi passer par des personnes extérieures, mais en qui vous avez extrêmement confiance. N'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes dont vous avez vraiment confiance. Ok ? Parce que quand on est dans ce processus de deuil, au début, il y a des gens qui nous disent « Je suis là, t'inquiète pas », ça peut nous faire vraiment du bien, tout ce genre de message. Mais au plus le temps passe, au moins il y a de personnes qui viennent naturellement nous soutenir. Mais au plus le temps passe, au plus le deuil est compliqué. Et ça, je l'ai vraiment appris avec le deuil de Tarm. Au plus les mois passaient, au plus c'était dur. Enfin, pour le coup, moi j'étais vraiment addict à certains schémas addictifs, style gratification instantanée et aussi affection extérieure, beaucoup. Mais ça, c'est pas parce que Taram était partie, c'est parce que depuis toute petite, j'ai manqué d'affection extérieure. Et voilà, et ça, j'ai fait le lien et j'ai pu ensuite résoudre tout ça, en fait, une bonne fois pour toutes. Je l'ai pas fait seule, encore une fois. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez un thérapeute ou un coach, enfin quelqu'un qui va vraiment vous faire évoluer là-dessus.
parce que c'est super important en fait. Je veux dire, le deuil n'arrive... Enfin, il arrive, c'est une évidence, mais vous pouvez aussi vous en servir pour évoluer. Alors, ayez cet état d'esprit-là une fois que ça commence à être la fin, hein, une fois que vous commencez à accepter plus ou moins. Parce qu'au début, vraiment, encore une fois, c'est très intense en émotions, et il faut les vivre, ces émotions. C'est pas le problème. Il faut absolument les vivre. Mais par contre, ça peut être un super tremplin pour pouvoir évoluer. Parce que l'être humain, il a besoin de se prendre des murs pour évoluer, c'est comme ça. Parce que l'humain ne va pas naturellement sortir de sa zone de confort, de sa zone de connaissance, entre guillemets. Il va pas le faire, c'est contre nature. Il y a que dans ces moments-là où on se prend une vraie claque, décès d'un proche, décès d'un animal, peu importe. C'est vraiment dans ces épreuves-là de vie qu'on peut vraiment en profiter pour évoluer à mort. Mais ça, encore une fois, cet état d'esprit-là, on l'a pas du tout au début. Au début, on est au bout de sa vie, on subit toutes nos émotions, et c'est vraiment le bordel. Mais c'est pas grave, il faut en passer par là. Et la seule chose qu'on peut faire, entre guillemets, au début, c'est vraiment de s'apporter des moments tout bêtes, tout simples. Faire un carnet de deuil, écrire, dessiner, passer du temps avec les autres animaux. Voilà, des moments très simples. Vous pouvez méditer si vous avez l'habitude de méditer. Et ensuite, on peut commencer à se révéler et à reprendre du poil de la bête et à se demander, ok, mon animal, il essayait de me dire quoi depuis tout ce temps? Et là, c'est là où on peut vraiment évoluer. Donc, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Finalement, ça a été un peu compliqué pour moi de revenir sur les événements. C'est normal, ça retravaille ma mémoire et encore une fois, je suis encore en deuil. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas trop altéré la qualité du son. Mais voilà, si jamais vous êtes dans cette épreuve-là, je vous envoie beaucoup d'amour pour vous-même, pas forcément de courage ou de force, parce que je pense pas qu'il faut combattre le deuil, il faut tout simplement le vivre vraiment, pour ensuite se pardonner et pour accepter vraiment ce que l'animal avait à nous transmettre de son vivant. Et je trouve ça très très beau, et encore une fois, les barrières de la mort n'existent pas, et ça je l'ai dit depuis très 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 longtemps. Je l'ai dit depuis, je crois que ça fait depuis 2010 que je dis ça, l'année où j'ai découvert la communication animale avec ma ponette décédée. Les barrières de la mort n'existent pas. On est tous des âmes dans des corps physiques, mais on peut très bien rentrer en contact avec son animal décédé si c'est pour de bonnes raisons. Et quand je dis de bonnes raisons, c'est être dans une posture d'écoute, de réception, d'énergie yin en fait, et pas dans une posture de oh, j'espère que tu m'en veux pas, je m'en veux tellement, est-ce que tu peux revenir s'il te plaît, enfin non, ça marche pas comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a apporté un petit peu de douceur en tout cas. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Voilà, encore une fois, apportez-vous le maximum d'amour de soi, de leadership de soi comme vous voulez. Prenez soin de vous et prenez soin d'eux, et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.